y a beaucoup de businessmen en Russie, il y a beaucoup de milliardaires évidemment, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est un pays très libéral à ce niveau-là. On va comprendre ce qu'est réellement l'économie de cette ville. 13 millions d'habitants intramuros, 20 millions pour le Grand Moscou. C'est une ville-pays, virile d'un côté et belle de l'autre. Les pouvoirs politiques, industriels, économiques réunis, l'identité, ça existe nulle part ailleurs. À Paris avant l'Union Européenne, même pas à Londres, l'identité est bafouée à Londres, il n'y a plus d'industrie. Et Los Angeles, Shanghai, ce ne sont pas des capitales politiques. Ici, il y a vraiment l'énergie de l'inébranlable. Deuxième ville de milliardaires au monde. Première ville qui comprend le plus de milliardaires, New York, aux États-Unis. Deuxième ville, Moscou. La Russie, deuxième producteur mondial de pétrole après les USA, chacun connaît ça. La modernité de l'industrie russe, tout le monde l'ignore. De l'héritage soviétique, il reste un pays de propriétaires. 92% des Russes sont propriétaires de leur logement, mais pas la vétusté des usines. La puissance de feu, c'est le cas de le dire, de l'industrie russe et la capacité qu'ils ont à trouver des solutions. La part de l'automobile chinoise en 2021, c'était 13% en Russie. Aujourd'hui, les parts de marché de l'automobile chinoise en Russie, c'est 63%. C'est un jeu d'écriture. C'est pas Oman qui propose de sa devise sur le marché d'échange. C'est Oman qui propose de sa devise qui est du rouble en réalité, puisqu'elle s'est servie de sa devise pour convertir du rouble. Ça concerne les gros paiements. Très gros. $1 million. Pour les autres, il y a autant de solutions que de business qui se font. Par l'Asie, Hong Kong, l'Arménie, les autres pays voisins, Turkménistan, Kazakhstan. Plus surprenant encore, tout le monde l'ignore, l'Union Européenne, malgré les sanctions qu'elle a édictées, continue d'importer du gaz russe. Du gaz naturel liquéfié qui arrive très directement, pas seulement en passant par l'Inde. C'est pour cette raison que Gazprombank avait été exemptée de l'exclusion de SWIFT en 2022 et qu'elle bénéficie encore aujourd'hui de dérogations silencieuses qui n'ont rien d'exceptionnel. C'est une terre de business ici. Les Russes se contrefichent des politiques européens. C'est pour ça qu'ils n'en veulent pas aux Français ou aux Italiens. En 2014, dès que les Russes ont senti qu'ils allaient être en difficulté, ils ont développé un système de paiement, MIR, donc qui concurrence directement Visa et Mastercard. C'était, 100 millions d'utilisateurs à peu près. Aujourd'hui, c'est 300 millions d'utilisateurs. Et tu en retrouves en Turquie, en Chine. Alors les Turcs font attention parce que souvent, les Américains envoient des signaux aux Turcs en disant qu'il faut cesser d'aider les Russes à échapper aux sanctions internationales sur le paiement, donc en contournant SWIFT, Visa ou Mastercard. MIR signifie monde en russe, ou paix. Les cartes MIR, que chaque Russe détient et utilise, ont permis à la Russie d'être parfaitement souveraine en matière de paiement. En Russie, 80% du commerce intérieur est dirigé par des sociétés russes. En France, on doit être à 60% à peu près pour donner un ordre de comparaison. Et si on va même sur les sociétés de conseil, on dépasse les 90%, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance. Donc si on compare sur des sociétés particulièrement stratégiques qui détiennent de la data, les Russes conservent leur data, alors que nous, Français, avons des dépendances à des sociétés comme Amazon, évidemment. Tiens ça par exemple, c'est Ozone et Yandex, les géants du e-commerce qui font des livraisons et qui opèrent sur place et justement qui contrôlent ces marchés. Moscou City, c'est le trade center de la ville. L'ambiance, ni essentielle ni fake. L'inverse du trade center de Dubaï, où il y a Burj Khalifa. Moscou City, au fond, les Russes n'en rêvent pas.
Mais il s'y passe de tout. Là, il y a tous les géants russes, les banques évidemment, Sberbank, VTB, Rosneft, tous les pétroliers, et puis au sommet des tours, il y a toutes les sociétés offshore, toutes les sociétés qui travaillent avec les Chinois également et qui font passer les paiements transfrontaliers en yuan et aussi en crypto. Il n'y a pas longtemps, au sommet de la tour qui est juste au-dessus de moi, ici, il y a eu une transaction qui a été annulée par l'intervention de la police pour des millions de dollars en crypto-monnaie qui devaient passer. La police est arrivée, a saisi l'ordinateur portable, mais n'a pas saisi l'argent et a laissé la transaction se faire. Yandex, c'est un exemple de souveraineté économique. C'est le moteur de recherche principal, le Google russe. Puis il y a Yandex Go aussi, dont l'interface et le service fonctionnent exactement comme Uber chez nous. Sauf que là, pas de fuite de devises à chaque trajet réservé. Les Russes n'achètent pas en cash, ils sortent pas des valises de cash pour acheter des biens de prestige. Mais même cette monnaie scripturale, c'est comme si c'était du cash. C'est ça que le Français peut pas comprendre aujourd'hui quand il pense à la Russie. La Russie de 2025, mentalité virile, business, avant tout, respect des femmes, au foyer, libre, belle et soignée, c'est l'Amérique des années 50. Les plus grands groupes qui travaillent dans le pétrole, évidemment, le gaz, la tech, la finance. Alors Yandex, évidemment, le Google russe est installé ici. De gros producteurs d'acier. La Russie produit énormément d'acier. La Chine, 1 milliard de tonnes de production d'acier à l'année. L'Inde qui produit énormément, 140 millions. Le Japon également, autour des 100 millions. Et puis très rapidement, on retrouve la Russie qui produit environ 75 à 80 millions de tonnes à l'année. Et ne serait-ce qu'ici, à Moscou City, la consommation ici, sur place, à Moscou, d'acier à l'année, c'est 5,5 millions de tonnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, Dubaï qui est en expansion perpétuelle, on construit sans arrêt, à longueur d'année, de nouveaux quartiers, de nouveaux trade centers à Dubaï, c'est 2,4 millions de tonnes consommées à l'année d'acier. Il y a de l'acier de partout. L'acier est réellement le matériau que l'on oublie trop souvent, mais qui est présent dans l'immobilier, qui est présent dans tous les matériaux de décoration, dans les machines-outils. C'est un petit peu le matériau de base, pour ainsi dire. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on est en période de sanctions et pourtant l'immobilier, et je ne fais pas la promotion de Moscou, mais l'immobilier, le prix de l'immobilier n'a cessé de croître ici à Moscou City et principalement sur l'immobilier de prestige durant ces derniers mois et ces 2 dernières années. 30% d'augmentation sur le prix de l'immobilier de prestige à Moscou City. Pourquoi? Parce que les milliardaires ou les multimillionnaires, les oligarques, pour une catégorie des grandes fortunes, comme on les appelle en Russie, ont rapatrié leurs capitaux de l'étranger. Ils ont vendu des biens à l'étranger, ils ont récupéré des devises et ils ont rapatrié leurs capitaux en Russie. Je pense que la Russie est de loin le pays le plus autonome en matière de consommation de métaux. La demande intérieure d'acier est largement couverte par la production russe, et parmi les avantages que la Russie a sur la Chine même, il y a les réserves de minerais de fer, de bauxite, de cuivre. La Chine importe pour 70% de ses besoins en cuivre. La Russie est également le 3e producteur mondial d'aluminium, 3 600 000 tonnes par an. Le leadership aujourd'hui dans l'aluminium, ce sont les Chinois qui le détiennent. Il y a quelques années encore, je pense que les Russes devaient avoir le leadership qui a été pris maintenant par 2 ou 3 sociétés chinoises. Mais il y a toujours une société russe qui doit être disposée au classement entre le 3e ou le 4e, juste après les Chinois, en termes d'exportation d'aluminium. Comme je le disais, la consommation d'acier, elle est essentiellement domestique parce qu'il y a une expansion autour de Moscou et un petit peu partout dans les grandes villes de Russie qui est absolument phénoménale. Quand je suis arrivé dans l'usine, c'est abrutissant une usine qui fonctionne, c'est fascinant. Quand les électrodes pénètrent les tonnes de ferraille.
les explosions. On croirait qu'un long courrier s'apprête à décoller à quelques mètres de soi. Ça ne s'arrête jamais, 24/24, 7 jours sur 7. Les gens étaient fiers de leur travail. C'était assez marquant, vraiment. Émouvant serait réducteur. Et c'est drôle comme, même sans les mots, le directeur du site m'attendait, il ne parle que le russe, pas l'anglais, on s'est compris. Comme en France dans les années 70. Les Russes ont été poussés au protectionnisme libéral par décision politique de l'extérieur. Et qu'aujourd'hui aux États-Unis, par exemple et par ailleurs, Donald Trump est en train d'instaurer un climat protectionniste par décision politique pour l'économie américaine. Quand on est dans des endroits pareils, on pense forcément à la saleté, aux impuretés de l'industrie, et on s'aperçoit aussi de la dimension nécessaire du renouvelable. Et ce que j'ai découvert en Russie, c'est aussi la dimension très concrète du renouvelable. Ça veut dire qu'ici, l'acier arrive directement, on retrouve donc du fer, de la ferraille tout simplement, qui est livrée, qui est fondue, c'est spectaculaire. On a les images d'ailleurs, on pourra un peu montrer les explosions au moment où on fait fondre la ferraille, qui passe ensuite, qui roule par ici et qui va terminer par être du fer à béton et qui va servir à faire de la construction. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout l'acier qui sort de cette usine, c'est du renouvelable puisque c'est de l'acier recyclé. Il y a deux catégories de production d'acier en quelque sorte. Il y a l'acier qui est extrait et il y a l'acier qui est recyclé. Et cette usine fait uniquement de l'acier recyclé. Une société industrielle particulièrement impressionnante, c'est Novatek aussi. Ils ont réalisé des prouesses inédites, donc spécialisés dans le gaz naturel liquéfié. Tout le monde salue la gestion du PDG, fondateur d'ailleurs, Leonid Mikhelson. On lui attribue le succès de Yamal, qui produit du gaz depuis décembre 2017. Il faut savoir que Christophe de Margerie, le PDG de Total, mort dans ce fameux accident, le chasse-neige qui était sur la piste et que l'avion avait percuté, avait beaucoup œuvré pour que tout fonctionne. Et tout avait fonctionné. De Margerie voulait exploiter les gisements de gaz de la péninsule de Yamal et les relations entre lui, Mikhelson et Timchenko, qui jouait aussi un rôle important, étaient au beau fixe. Un hommage d'ailleurs, c'est Vladimir Poutine qui avait décidé de baptiser le méthanier destiné au transport de gaz naturel liquéfié vers l'Europe le De Margerie. Aujourd'hui, il y a un second volet, sans collaboration européenne bien sûr, qui s'appelle Arctic 2. Même concept. Exploiter une technologie à la pointe pour travailler à partir de gisements gaziers dont les conditions sont extrêmes. Des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés. Les Russes ne sont pas inquiets. Yamal a permis de devenir un acteur clé du GNL avec 8% du marché mondial en 2023. Arctic 2 devrait tripler cette capacité d'ici 2030. Hello. Russia isolated, oh my God. Oh mon Dieu, la Russie isolée? Non, la Russie c'est le plus grand pays du monde, 10 000 km de large, 4 000 entre le nord et le sud. Vous savez, pour ses ressources naturelles, la Russie c'est le top du top dans le monde. Et tout le monde veut travailler avec la Russie, tout le monde travaille avec la Russie. Les BRICS c'est 40% de l'économie mondiale. Alors oui, bien sûr, il y a des limitations, il y a des contraintes, mais ça n'arrête pas le business. Je pense que l'ordre des choses va prendre le dessus et que le retour à la paix va arranger les affaires. Vous avez géré, piloté la restructuration d'une société de logistique en 2022, en juillet 2022. Vous avez forcément fait face à des difficultés en matière de relations internationales avec les autres pays. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles vous avez fait face à ce moment-là? Oui, j'ai proposé ce que l'on appelle un management buyout, un MBO, qui a inclus une reprise en fait de l'outil technologique. Et quand le climat est favorable, n'importe qui peut faire le travail.
C'est dans les périodes troublées que l'on voit vraiment ceux qui sont capables de résister. Nous avons un modèle très sain, nous n'avons pas de dette. On travaille toujours avec les États-Unis et l'Europe. Les volumes ont baissé, bien sûr. Puis il y a eu plutôt un transfert vers l'Asie et le Moyen-Orient. Vous travaillez toujours avec l'Europe et les États-Unis aujourd'hui. Votre société est basée en Russie, vous avez des antennes à Hong Kong, vous travaillez beaucoup sur Dubaï, mais la société est en Russie. Comment est-ce que vous faites précisément pour faire passer tous les paiements que vous devez faire passer? Avec quelle banque vous travaillez principalement? Les Russes sont très innovants. Et puis le business doit continuer. Il y a beaucoup de systèmes de paiement alternatifs qui ont été mis en place. Les banques ont été très coopératives. Neutech est présente actuellement dans 8 pays. L'Ouzbékistan, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, les contraintes liées au paiement, c'est presque du passé. C'est une très bonne question. Mais vous savez, même dans quelques années, on ne retournera pas au système d'avant. Captivant Perry Neumann. Là aussi, success story à l'américaine. À la fin du meeting, il me dit « Viens voir ma voiture ». Son chauffeur arrive devant l'hôtel avec un gros fourgon Mercedes, intégralement aménagé à l'intérieur, hyper luxe. Ça fait 38 ans qu'il travaille dans la logistique. Il a 60 ans, un petit côté entrepreneur, rockstar, rappeur on dirait maintenant plutôt. En 2022, quand les activités de Koenig & Nagel ont été suspendues en Russie, Neumann a finalisé un rachat qui a donné Neutech. Ça n'est pas centré sur la Russie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan finalement. Il travaille avec le monde entier. Initialement, il y avait 7 banques qui avaient été ajoutées sur la liste des sanctions et qui n'avaient plus accès à SWIFT. Rapidement, il y en a eu une dernière qui faisait passer des paiements qui a été ajoutée et aujourd'hui la réalité est qu'il ne reste que Gazprom Bank qui est toujours utilisé et qui a toujours accès à SWIFT pour faire passer des paiements qui sont essentiels avec les pays européens qui continuent, comme la France par exemple, à acheter du gaz, mais pas du gaz qui serait acheminé par gazoduc, mais qui passe par voie maritime, qui arrive sur des ports français ou italiens. Et étant donné qu'il faut tout de même faire passer des paiements, il y a des exceptions qui sont faites, alors on en entend peu parler, mais Gazprom Bank a encore accès à SWIFT aujourd'hui. En matière de paiement, aujourd'hui, tout le monde s'imagine que la juridiction la plus amie, la plus friendly par rapport à la Russie, c'est Dubaï. En réalité, c'est pas Dubaï, c'est pas Hong Kong, c'est pas Singapour, c'est pas Dubaï. En volume, évidemment, que Dubaï fait passer 20 milliards de dollars environ de volume, mais la juridiction qui est la plus efficiente, la plus efficace pour faire passer des paiements, c'est Oman. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un paiement compliqué à faire passer, vous pouvez le faire passer par Oman, vous ne pouvez pas le faire passer par Dubaï. Parce que Dubaï est bien trop contrôlé par les Américains, trop directement. Dubaï a bien trop peur, et ça se comprend bien sûr, c'est parfaitement légitime, du gendarme financier occidental qui s'appelle le GAFI et qui contrôle les circuits financiers. Alors qu'en faisant passer, je pense à un exemple très précis d'un entrepreneur, je ne citerai pas trop de détails et pas de nom évidemment, et il se reconnaîtra. Un paiement qui devait arriver jusqu'au Maroc, le paiement devait passer par Hong Kong dans un premier temps et ensuite se retrouver à Dubaï et de Dubaï aller au Maroc. Et ne serait-ce qu'à partir du moment où l'argent a quitté une banque russe, en l'occurrence c'était Gazprom Bank, qu'il devait se retrouver donc sur la banque à Hong Kong, il a été refusé par la banque hongkongaise et la solution qui a été trouvée a été d'envoyer cet argent vers une société qui était installée à Oman justement et qui a ensuite rapatrié l'argent vers Dubaï et vers le Maroc. Et ici, il y a un peu la fraternité du pays exportateur, mais comme avec Oman, parce que ce que fait Oman en réalité, c'est que dans un premier temps, ils récoltent du rouble. Ils vont, parce qu'ils ont également accès à SWIFT, de l'autre côté, changer au préalable le rouble en rial de Oman, et parce qu'ils ont beaucoup de réserves de change, ça leur permet de ne pas abîmer leur monnaie, sinon ils ne pourraient pas le faire. Ils vont changer ensuite le rial de Oman
en dollars ou en euros, en ayant accès à SWIFT avec une banque, Citigroup, HSBC, quelle importance. Et à Dubaï, ce qui se passe beaucoup en dehors du changement de devise, c'est directement de la compensation. Donc tu vas avoir, c'est un peu compliqué, mais une mécanique, pour résumer, qui va être qu'une société va payer une facture pour une autre ou encaisser de l'argent pour une autre et vice-versa, puisque tu as beaucoup de sociétés qui sont installées en Russie, qui exportent beaucoup, c'est pour ça que je parlais de solidarité de pays exportateurs également, et qui vont récolter des dollars encore aujourd'hui, mais qui ont besoin de roubles malgré tout pour payer des paiements à l'intérieur, ou l'inverse. Donc c'est un système de compensation parallèle qui est en train de se mettre en place, et beaucoup avec des pays et des juridictions comme Dubaï. Les vins sont très chers en Russie. Ouais. Ce que je vois de plus cher Bon, finalement plus cher qu'à Dubaï, hein. Les voitures et les vins. Peut-être un peu plus cher. Les voitures, non. Non. Je suis pas d'accord. Les voitures, alors ça dépend les voitures de Chine. Pas une chinoise, mais une BMW, une Mercedes. Maintenant, oui. Avec les sanctions. Ça Donc, passe par d'autres pays. Il faut contourner, voilà. Arménie, Turkménistan, Voilà, Kazakhstan. Kazakhstan. Entre 2022 et 2024, les constructeurs automobiles chinois ont généré 28 milliards de dollars de revenus, dont 1,1 milliard de bénéfices nets, avec un leader, Chery, 11 milliards de chiffres à lui seul, suivi par Aval, Geely, le Zeekr 009 que je prends également. C'est incroyable comme véhicule. L'état d'esprit de la Mercedes classe S W116 en 1975. Ce qu'il y a de mieux. À la pointe. Ça n'imite pas le passé. Les pertes pour Renault suite au départ de Russie sont colossales. On dit 2,2 milliards pour la cession des actifs, sans compter les pertes opérationnelles et stratégiques. La Russie représentait le deuxième marché de Renault après la France. 500 000 véhicules vendus par an. Les Russes aiment les voitures. Aujourd'hui, ce sont véritablement les Chinois qui ont remporté la partie. Pourtant, les Allemands et les Russes, ça voulait dire quelque chose. Dis-moi, quand on est restaurateur comme toi et qu'on a quand même entrepris un peu partout dans le monde, Brésil, Émirats, États-Unis, Singapour, est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui de se dire j'encaisse des roubles, j'ai une société en Russie, est-ce que je vais pouvoir facilement convertir mon argent pour garder un pouvoir d'achat à l'étranger? Alors, il faut peut-être penser à avoir un différent panier. Ouais. Après, moi, je vis la plupart de mon temps ici. Ouais. J'entreprends un consulting au Kazakhstan, Ouais. ce qui va me permettre d'avoir un compte en banque là-bas et puis Donc de tu as un compte faciliter au mes Kazakhstan choses. et tu peux J'ai un envoyer compte du en rouble. France, mais c'est très loisir. Bien sûr. Moi, j'ai une société en France où j'importe mon vin, mais ça reste, Ouais. je reste Très limité. très limité. Mais en Oui. compte perso, tu as ton compte perso principal au Kazakhstan, finalement. Je vais ouvrir un compte personnel Tu vas. et professionnel au Kazakhstan. Ouais. Mais voilà, j'ai mon compte ici et puis j'arrive à m'arranger. Et là, tu peux me dire en deux mots, au Kazakhstan, tu as dû t'intéresser précisément au sujet. Quand on a un compte, on a un compte en devise en quelque sorte, et on peut basculer de roubles à dirhams des Émirats, par exemple. Oui, facilement, oui. Bah, tu as un compte de monnaie locale où tu fais tes contrats payés en dollars, Voilà. tout simplement. Mais je veux dire, si tu Et- envoies du rouble de ton compte de société ici vers ton compte au Kazakhstan, Ouais. même en perso ensuite, tu vas pas avoir de problème avec ta banque là-bas à dire Au Kazakhstan, je sais pas, j'ai pas encore organisé à ce niveau-là. tu expérimentes. Voilà, mais tu peux envoyer en Turquie des roubles. Ouais. Voilà, je sais que j'ai des copains qui l'ont fait. Et là, depuis la Turquie, ils récupèrent de la lire, de la livrature, Bon, après, et oui, après ils se débrouillent. Voilà. Sinon, pour voyager, il y en a beaucoup pour investir à l'étranger, qui transforment en crypto. Ouais. Voilà, tu arrives avec les valises et puis tu achètes
Enfin, tu transformes ton rouble en crypto et puis dans n'importe quel pays, tu sors la devise dont tu as besoin. Ça, c'est de plus en plus organisé. On en parlait avec un entrepreneur hier, justement, qui me racontait... Il y a un étage entier à Moscou City qui fait que ça. Ouais. On y est allé, justement. Ah, voilà. Et on est monté, on a découvert un petit peu le mode opératoire, on nous a expliqué comment ça fonctionnait. C'est carré, hein. C'est carré. Il y a un camion garé, pas très loin. Et là, on passe crypto, cash. Ouais. C'est très bien huilé, les banques russes collaborent. C'est là aussi le témoignage du côté utilitarien des Russes. Ils trouvent une solution, tout simplement. Je pense à quelqu'un qui avait besoin de roubles, en l'occurrence. Il est arrivé à Moscou City avec plus de 10 millions d'USDT. Pendant qu'il se trouvait dans le bureau, au moment même où il cliquait pour envoyer la crypto, il voyait le fourgon rempli de cash qui était garé dans le parking, sur un écran, en face de lui. Être installé à Moscou, c'est presque un sujet politique en France, mais c'est pas un sujet politique pour un entrepreneur comme toi qui non, mais les Russes, ils s'adaptent. Ils ont l'habitude de vivre des crises et de contourner, de se réadapter, de se remettre en question. Il n'y a jamais rien de sûr ici. Donc ils sont à l'affût, ils réagissent très vite. Il n'y a jamais rien de sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un état d'esprit particulier, c'est que le Russe se dit, si ça se fait, tant mieux, si ça se fait pas, on fera sans et on sera autonome et on sera autosuffisant, c'est un peu la mentalité. Ils se posent pas les mêmes questions que nous, dans notre état d'esprit français ou européen, si on est prié de quelque chose, on se dit réellement, si ça m'ennuie, ça veut dire que je veux pouvoir reprendre avec cet ancien système. Alors que le Russe ne le voit pas du tout comme ça. Il se dit plutôt, bon, maintenant, on nous a coupé l'accès, par exemple, à Swift ou à autre chose, on fait sans. Et on s'habitue, quoi qu'il en soit, à faire ça. On n'est pas dépendant de ça. On trouve des solutions. Ouais. Il y a toujours des solutions. Un côté utilitarien, en quelque sorte. Ils cherchent réellement l'utilité du système alternatif, mais pas forcément que ce soit même pérenne et que ça... Moi, je les vois, ils sont jamais en panique. Ouais. Ils vivent les problèmes, pour eux, ils peuvent vivre avec les problèmes et puis ils les gèrent au fur et à mesure, mais il y a toujours une alternative, il y a toujours une solution, il y a toujours une ouverture. Le GOUM, c'est 300 000 m² de surface de vente, 60 000 visiteurs par jour. Et ce qui est particulier, c'est que le marché du luxe en Russie, contrairement là aussi à ce qu'on imagine, ne s'est pas arrêté. En 2016, c'était 3-4 milliards en dollars ou en euros si on convertit. Aujourd'hui, on doit être à 7 ou 8 milliards à peu près, ne serait-ce que pour le marché du luxe. Il y a des marques évidemment qui ont quitté la Russie, des marques comme Dolce & Gabbana, Gucci, les marques françaises, les grandes firmes européennes qui ne peuvent plus collaborer avec la Russie. Il y a beaucoup de créateurs russes par ailleurs qui ont ouvert des marques et on retrouve des boutiques qui représentent, qui vendent les produits, les créations des Russes. Et ce qui est particulier, c'est que finalement, quand on arrive comme moi, un Français avec des euros dans la poche, on a dans l'idée qu'on va gagner au change, alors qu'en réalité on ne gagne pas du tout au change. Les produits de luxe ici sont très chers, beaucoup plus chers qu'en France. Les Chinois gagnent au change, les Indiens gagnent au change parce que si on compare l'euro qui est fort sur les marchés internationaux, l'euro est faible ici dans le marché du luxe. L'euro est puissant dans la rue pour payer un taxi, pour aller dans une boulangerie, pour payer un café. Un café à Paris, c'est 4 euros, quand ici ça va être 2 euros. Par contre, le commerce du luxe n'est pas cher en France et les mêmes produits, les équivalents ici au GOUM à Moscou, à côté de la Place Rouge, sont beaucoup plus chers. La veste de luxe qui va coûter à Paris environ 2000 euros va coûter 2400 ou 2500 ici, un manteau par exemple de luxe. Un Russe qui a investi dans un bien de prestige en 2015, par rapport à 2015, en disant est-ce qu'il a protégé sa valeur s'il revend son bien aujourd'hui? L'augmentation des prix de l'immobilier avait démarré bien avant 2022. Déjà, en 2020, beaucoup de biens se vendaient à 15 000 euros du mètre carré. Aujourd'hui, Moscou a pris beaucoup de valeur, les environs aussi, Souzdal par exemple. Pour vous donner un exemple, je pense à une opération que j'ai vendue il y a 1 an et demi
à 30 000 € du mètre carré. Et aujourd'hui, cela en vaut 45 000 €. Il n'y a pas du tout la même logique qu'en Europe. Ça veut dire qu'on va retrouver des biens qui sont vendus à 40 000 € du mètre carré, ici à côté dans l'hypercentre de Moscou, à côté de la place Rouge, et juste à côté, dans un immeuble voisin, mitoyen, des biens qui sont affichés à 5 ou 10 000 € du mètre carré. Parce que les Russes aujourd'hui ont un prisme particulièrement marqué sur le neuf. Le Russe rapatrie ses capitaux, les entrepreneurs russes sont contraints de rapatrier leurs capitaux, donc il faut qu'ils investissent, et ils investissent dans la valeur refuge par excellence, c'est-à-dire l'immobilier, et principalement l'immobilier de prestige. C'est pourquoi la construction a connu un essor fulgurant durant ces dernières années, malgré les sanctions, quelques difficultés. Donc les difficultés, ça réside essentiellement dans l'approvisionnement de matériaux comme les verres trempés par exemple, les verres anti-UV qui étaient fournis par Saint-Gobain jusqu'à présent. Et les Russes ont développé la production locale. Aujourd'hui, 25% de la consommation de verres trempés est fabriquée en Russie. Il y a toujours une partie qui passe aussi par les Émirats Arabes Unis, la Turquie, mais étonnamment, il y a beaucoup de contrôles douaniers, énormément de contrôles sur les approvisionnements, donc qui sont assez volumineux de verres trempés, et moins de contrôles sur des produits un peu plus communs qui nous viennent à l'esprit plus spontanément. Pour acheter un bien à Moscou, c'est beaucoup plus rapide qu'à Paris. C'est l'équivalent de ce qu'on va trouver à Los Angeles, donc c'est-à-dire une quinzaine de jours à peu près. On passe la commande en recourant à Mir, donc on paye par carte bleue, on ne fait pas de virement, c'est pas validé en 1 à 2 jours, mais le paiement est effectué immédiatement en 1 à 2 secondes. À noter que le paiement par Mir est beaucoup moins coûteux qu'un paiement Visa ou Mastercard. On doit être à peu près à hauteur de, pour les frais de 0,4 à 0,5% contre 1 à 2% pour un paiement Visa ou Mastercard. Et la réservation est effectuée par Xi'an, généralement, je crois pour environ 25% des ventes qui sont effectuées à Moscou. Xi'an, c'est l'équivalent du Se Loger, Le Bon Coin et un petit clerc de notaire en quelque sorte français. C'est une plateforme qui réunit la diffusion d'annonces et puis également la recherche par intelligence artificielle, l'étude de marché, la signature électronique. Il faut savoir que les 2 tiers des actifs financiers de Russie se trouvent logés chez Sberbank. Donc Alfa Bank, Sberbank, toutes ces grosses banques russes ont mis à leur disposition une blockchain qui est russe à 100%, donc qui est sous contrôle, qui est une blockchain qui justement qui fonctionne sous le principe assez, on va dire, traçable de la blockchain, mais qui est créée par les Russes. Parce que lorsqu'on parle de finances décentralisées, c'est la question qu'il faut se poser aussi. Si vous avez un appareil qui est décentralisé, mais une structure, j'entends, qui est décentralisée, mais qui est créée et qui est de loin dirigée finalement en fonction des catégories de blockchain par une autre juridiction, ça peut poser des problématiques. Alors aujourd'hui, lorsque ça se produisait entre Américains et Européens, il n'y avait pas de problème. Mais si demain, ou aujourd'hui même, on vous disait justement que la blockchain décentralisée qui est créée par les Russes va opérer l'euro numérique, je suis convaincu que beaucoup d'européistes convaincus se poseraient des questions en Europe. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une autonomie stratégique totale en Russie sur le numérique. L'accès aux soins est très qualitatif à Moscou. Le directeur de la clinique avait l'air inquiet de rien. Je suis arrivé avec l'idée que manque-t-il? Et en somme, rien. Un peu de silicone apparemment. Des vaccins pour chats, c'est ce qu'on m'a dit. Mais rien d'essentiel. Je ne vois pas de problème dans ma pratique en termes d'équipement ou de médicaments. Il y a toujours eu une tradition de production de médicaments en Russie et il y a des pays comme la Chine, l'Inde ou Israël qui produisent des médicaments de substitution. La Russie excelle dans la chirurgie cardiaque. Apparemment l'oncologie aussi. Surtout à Moscou et Saint-Pétersbourg. Ils ont toujours été attirés par les boosts immunitaires.
C'est intéressant, ils pratiquent davantage le soin par l'amélioration de l'immunité du patient que par la vaccination. Il n'y aura pas de revanche. Des occasions de partout.